Je vais vous parler, chers amis astrologues, de la dialectique Jupiter-Saturne, qui est extrêmement importante. Je ne parle pas ici des planètes, je parle ici des concepts. Parce que les astrologues sont quand même des gens qui observent le monde. Et ils ont pu observer effectivement qu'il y avait une sorte de dialectique, expansion, rétraction, etc., dont ils ont pensé pouvoir donner l'explication par le biais des planètes. Mais ils ont pu aussi faire un constat d'un phénomène. Le phénomène peut être juste et son interprétation astrologique fausse, ou du moins l'interprétation astronomique fausse, parce que l'astrologie c'est aussi une réflexion sur le monde. Donc que les astrologues aient conceptuellement découvert et mis en évidence un phénomène social est une chose, qu'il l'ait nécessairement raccordé avec un phénomène astronomique en est une autre. Il peut très bien y avoir un constat juste et des explications astronomiques fausses. L'astrologue se trouvant à l'interface entre l'astronomie et la sociologie, si on veut. Il ne faut pas donc tout amalgamer. Donc je suis en train de vous dire que la dialectique Jupiter-Saturne, qu'on a appelée comme ça en référence à la mythologie, mais qu'on aurait pu appeler autrement, qu'on aurait pu appeler, comme le fait un peu Jean-Pierre Nicolas, avec des concepts qui n'ont rien de mythologique. Donc, quand je dis Jupiter-Saturne, j'entends la façon dont les astrologues codifient leurs analyses sociologiques sur le plan mythologique et comment ils les codifient aussi sur le plan astronomique. Donc, il y a trois problèmes différents. Il y a la réalité du phénomène qu'on peut étudier, qu'on peut observer. Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, expansion, rétraction? Deuxièmement, est-ce qu'on peut utiliser la mythologie pour qualifier ces phénomènes? Et troisièmement, est-ce qu'on peut le référer à des astres qui portent justement alors, le nom de ces termes qu'on utilise? Ce qui veut dire que finalement, il y a là une sorte d'amalgame astronomico-mythologique qui n'est pas très évident. Bon, peu importe. Ce qui me paraît en tout cas très important, c'est la valeur de cette dialectique. Et c'est une dialectique, comme on l'a compris, comme vous devriez le comprendre, c'est une dialectique cyclologique. C'est-à-dire qu'on passe alternativement d'une phase d'expansion à une phase de rétraction, etc., avec des temps intermédiaires. On est tous d'accord là-dessus, d'une certaine manière. La conjonction correspondant à l'expansion, on veut tout récupérer, on veut tout assembler, et l'opposition correspondant à la rétraction, avec la différenciation, avec le fait de ne pas tout mélanger. On peut dire ça aussi comme ça. Donc déjà là, on est déjà dans une formulation qui est de l'ordre de l'aspect, au sens astrologique du terme. Non pas de la planète, mais de l'aspect, ni du zodiacal, mais de l'aspect. Vous savez que pour moi, l'astrologie est avant tout, comme quelqu'un le pensait d'ailleurs il y a 400 ans, une astrologie des aspects. Donc il y a des aspects de conjonction. On pourrait dire effectivement qu'au niveau de la cyclologie, il y a le moment de la conjonction entre deux facteurs, et puis le moment où ces deux facteurs s'opposent, qui serait le moment de la rétraction, donc un moment saturnien. Avec entre deux un carré qui est la moitié de l'opposition, donc qui serait un élément intermédiaire et non pas un élément dissonant, mais en tout cas un élément de recherche, d'ambivalence, de centrisme. Alors, oui, le centrisme, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, je dirais que les valeurs saturniennes sont des valeurs de droite et les valeurs jupitériennes des valeurs de gauche. Au sens où on l'entend là, c'est-à-dire les valeurs de gauche, c'est on veut que tout le monde partage, on veut pas de frontières à la limite, voilà. Et la valeur de droite sont des valeurs beaucoup plus, je dirais, scientifiques, c'est-à-dire on sort plutôt dans la réalité, plutôt matérialiste. Pour moi, la droite est matérialiste, paradoxalement, et la gauche est spiritualiste.
ce qui est d'ailleurs un problème d'identité de ce qu'on entend par religion. Pour moi, la religion, c'est quelque chose, ce sont des faits. Le judaïsme, les juifs, le peuple juif, ce sont des faits. Maintenant, il y a des croyances spirituelles qui sont effectivement beaucoup plus jupitériennes. Parce que Jupiter, Saturne justement, c'est dire le peuple hébreu, il est là, et Jupiter, c'est dire, mais non, mais toute l'humanité est concernée. Donc vous voyez bien que, pour moi, le religieux est jupitérien au sens chrétien du terme, et saturnien au sens judaïque du terme. Ou même peut-être au sens arabe du terme. Alors, donc, dont acte, les astrologues, peut-être pas eux seuls, en tout cas les astrologues ont le mérite d'avoir pointé cette question-là, mais malheureusement ça s'est noyé dans tout un ensemble d'autres facteurs. C'est ça le grand problème de l'astrologie, il y a des choses valables, et puis c'est noyé dans les luminaires noirs, dans les parts, dans les transsaturniennes, etc., etc. Pourtant, la théorie des grandes conjonctions, qui a été élaborée autour de l'an 1000, et qui a duré quand même, qui a marqué l'astrologie pendant plusieurs centaines d'années, est une théorie qui circule autour de Jupiter et Saturne. Bon, par hasard, mais en tout cas, ce sont quand même deux planètes majeures, deux phénomènes majeurs, d'autant plus que Jupiter est le fils de Saturne au niveau de la mythologie. Et donc, j'entendais tout à l'heure un débat avec Éric Zemmour et un journaliste suisse, puisque ça s'est déroulé à Genève. Et le journaliste suisse avait raison de dire, à mon avis, mais c'est une question de sensibilité, il a raison de dire que finalement, on ne met en évidence les problèmes religieux que parce qu'il y a une crise économique. Vous connaissez la fameuse adage, pour se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage. Et c'est effectivement, s'il y avait moins de problèmes économiques, on s'occuperait moins des immigrés. D'ailleurs, l'argument de Mme Le Pen, que j'ai encore entendu ce matin, c'est on n'a pas les moyens d'accueillir les immigrés. Bon, donc c'est bien ça. On voit bien que l'économique est associée aux problèmes spirituels, religieux, etc., de façon assez évidente. Les problèmes spirituels, religieux sont des arguments d'islamophobie, et cette islamophobie, elle est essentiellement liée à un dépérissement économique de l'État, de la nation, une crise économique, et pour justifier éventuellement la nécessité peut-être même d'évacuer, si on veut, les musulmans, eh bien on les accuse au niveau de leur religion. Bon. Je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. Bon. M. Zemmour, lui, il a une autre attitude qui me paraît plutôt jupitérienne que saturnienne. Voyez-vous. Alors lui, qui lui-même est d'origine judéo-arabe, si on peut dire, d'Afrique du Nord, il plaide en faveur de la nécessité d'une France qui intègre tout le monde au nom de l'idéologie française, etc., etc. C'est très jupitérien. Donc lui, il a besoin d'être tout expliqué par la dimension jupitérienne. C'est une dimension spirituelle, idéaliste, alors qu'il y a en face une dimension saturnienne, économique, matérialiste, etc. Voilà, le débat est là. Maintenant, à certains moments, dans un cycle, moi j'appelle ça un cycle de 7 ans, mais on pourrait l'appeler autrement, il y a des phases qui sont jupitériennes, qui alternent avec des phases saturniennes. C'est important de le savoir. Chaque phase ne durera d'ailleurs, à mon avis, que dans les 2 ans, hein. Bon, même pas, 22 mois, en gros, en moyenne. Donc, c'est un outil extrêmement intéressant, c'est ce que j'appelle le baromètre astrologique. Donc, il y a là un point d'accord sur ce qui est observé, c'est que les astrologues, toutes tendances confondues, sont d'accord pour dire qu'il y a un phénomène jupitérien et un phénomène saturnien. Et je pense que beaucoup de sociologues et de psychologues seraient d'accord là-dessus. Donc il y a là, sur la dialectique Jupiter-Saturne, il y a là un point d'accord entre un très grand nombre de recherches historiques, sociologiques, psychologiques, anthropologiques, etc., etc. Donc ça me paraît très positif. Il ne faut pas réduire l'astrologie à l'astronomie et à la mythologie. Ça, ce sont des éléments d'habillement. Mais l'astrologie, elle a aussi le droit d'observer le monde, de regarder le monde. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé sur les empires,
Eh bien, j'avais d'abord constaté qu'il y avait des empires qui se faisaient et se défaisaient. Voilà. Après, je me suis demandé comment, astrologiquement, on pouvait l'expliquer. Mais il ne faut pas croire que l'astrologie part nécessairement de l'astronomie et d'observations astronomiques. Non, elle part d'observations qui sont récurrentes, qui sont répétées, qui sont flagrantes au niveau de la société, au niveau de l'histoire, et à partir de là, elle propose des modes, des modules d'explication qui sont les siens. Mais elle a déjà le droit, comme toute autre science, de partir d'observations brutes, si on peut dire, d'observations qui sont... et je crois que l'astrologie a besoin de partir de ces observations. Donc ce n'est pas, contrairement à ce que croient beaucoup d'astrologues, il ne s'agit pas de prouver que la théorie marche, il s'agit de prouver que les observations qu'on a faites s'expliquent par la théorie. C'est exactement l'inverse. Donc finalement, quand on bâtit une astrologie à partir des observations que tout le monde peut faire, astrologue ou pas, on n'a pas besoin de prouver que la théorie est valable. La théorie n'est valable que parce qu'elle explique ce qu'on a pu observer. Mais la validation de la théorie, ça ne veut rien dire quelque part. Je vais exagérer un petit peu, mais globalement, épistémologiquement, on observe d'abord, donc on part de constats, et ces constats, ils ne bougent pas. Même si on donne de mauvaises explications, ça ne bouge pas. Hein. Même si on donne de fausses descriptions, ça ne bouge pas. Le discours qu'on peut tenir sur les faits ne change rien à l'existence de ces faits. Donc on peut nous attaquer sur des explications, mais les choses sont là. Si je dis par exemple, il y a un homme et une femme, ce sont des faits. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut se discuter. Mais on ne va pas dire après, votre théorie doit être validée par le fait qu'il y a des hommes et des femmes. Non, c'est un fait de départ, donc elle n'a pas à être validée. Il ne faut pas mettre ce qui est au départ est au départ, et ce qui est à la fin est à la fin. Il ne faut pas mettre ce qui est à la fin au départ, et ce qui est au départ à la fin. Ça n'a pas de sens. Donc, je considère que l'astrologie doit fonctionner sur ces dialectiques, mais ces dialectiques n'exigent pas l'existence de deux planètes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que beaucoup d'astrologues disent, ah mais s'il y a deux concepts, il faut qu'il y ait deux planètes. Non. On peut dire qu'il y a deux concepts qui correspondent à deux dieux différents, mais ces deux dieux différents ne se partagent en quelque sorte le temps. Mais ils n'ont pas besoin de deux planètes, parce que la même planète en conjonction aura des effets X, et en opposition aura des effets Y. Maintenant, vous me direz, mais en conjonction avec quoi? C'est là tout le problème, chers amis. Il faut que si on veut étudier un cycle planétaire, alors beaucoup d'astrologues ont pensé, comme avec André Barbeau, que tout cycle planétaire exigeait deux planètes. Hein. Il faut bien qu'il y ait quand il y a un aspect, on va dire, s'il y a un aspect, il faut bien qu'il y ait deux planètes. Mais non, il ne faut pas qu'il y ait deux planètes. Il faut qu'il y ait une planète et un autre facteur. Un autre facteur qui peut être le zodiaque, par exemple. Pour beaucoup d'astrologues, l'entrée de Saturne ou de n'importe quoi au début d'un signe, c'est pas une planète. Ou bien, éventuellement, une étoile fixe. Je rappelle quand même que le zodiaque, c'est aussi quelque part quelque chose qui a rapport avec une étoile fixe, hein, quand on l'oublierait tout de même. En tout cas, c'est un point de vue qui se défend. Donc, voyez-vous, on n'a pas forcément besoin de deux planètes. Pour moi, les étoiles, le zodiaque, c'est une sorte de dérive, de démultiplication des 4 étoiles fixes royales qui correspondent en gros aux 4 signes fixes. On passe du 4 au 12. Donc, on peut très bien avoir une planète, par exemple Saturne, puisque moi je travaille sur Saturne, qui, elle s'appelle Saturne, mais elle s'appelle aussi Jupiter, quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? La planète X, on peut dire, s'appelle Jupiter lorsqu'elle est en conjonction avec tel élément zodiacal, pour dire les choses clairement, et elle devient saturnienne lorsqu'elle est en opposition avec ce point en question. Il faut bien comprendre que la planète, contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'est pas forcément enfermée dans un seul descriptif mythologique. Elle peut très bien, au cours de son parcours, passer de l'état jupitérien à l'état saturnien.
Et c'est ça aussi qui nous sépare de l'astronomie, c'est que nous, en astrologie, à mon avis, on n'a pas besoin de conférer à chaque euh, phénomène un seul et unique Dieu, une seule et unique planète. Le phénomène, à partir du moment où il est dans la dialectique, peut très bien trouver son explication au prisme de deux, voire même de trois planètes. Pourquoi pas trois planètes? Et là, on rejoint les travaux de Gauquelin. Trois planètes parce qu'il y a la valeur jupitérienne en conjonction, la valeur saturnienne en opposition, et en carré, la valeur martienne. On trouve la trifonctionnalité de Dumézil et également les trois planètes que Gauquelin avait trouvées au départ en 1955, à savoir Mars, Jupiter et Saturne. Donc voilà où je voulais en venir, c'était une mise au point. Je pense qu'elle peut vous être utile.